On est passé d'une dizaine à plus de 70 intervieweurs aujourd'hui en continu qui nous aident à faire passer les entretiens. Donc on parle de contributeurs individuels mais aussi de managers. Nos cofondateurs sont toujours aussi pressants. On essaye aussi de chouchouter cette communauté des intervieweurs. Sur les 300 personnes, quasiment 30% de personnes qui sont issues de reconversion. Beaucoup de gens qui ont fait le wagon, qui ont fait des bootcamps. Et ça, on est vraiment attaché à ça, de faire passer notre pourcentage de femmes recrutées de 17 à 30% en moins d'un an. Tous les nouveaux Penny Laners aujourd'hui suivent une formation de 1 demi-heure à 45 minutes une fois par mois. L'idée, c'est déjà de te donner la vue d'ensemble de ce qu'est le recrutement chez Penny Lane, pourquoi c'est important. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Ils ont vécu des trucs de ouf dans l'une des scale-up françaises les plus stylées. Il y a le scale et il y a le scale en majuscule. Et vous avez vraiment fait ça. Les kings de la compta, les boss du software, une belle machine bien huilée qui s'appelle REO Penny Lane. Aujourd'hui, j'accueille non pas un, mais deux invités, car on va parler de Duo, le duo le plus populaire depuis Batman et Robin, recruteur et hiring manager. J'accueille donc Thomas, recruteur chez Penny Lane, et Damien, engineering manager, et donc aussi hiring manager. On avait dit anglicisme, il y a de l'anglicisme évidemment, opérationnel du coup en charge du recrutement. Ensemble, vous avez connu le scale, ensemble vous avez processé, vous avez bâti, vous avez construit, et vous allez nous raconter cette recette super secrète. On est dans le 3e épisode de la série sur le RecOps, on parle donc de la relation recruteur-hiring manager, mais aussi du scale des process. Bienvenue Thomas, bienvenue Damien, comment vous allez aujourd'hui ? Ça va super bien. Thomas, du coup, enchanté aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je suis arrivé chez Penny Lane en septembre 2021, donc il y a un peu plus de 4 ans et demi. Je suis recruteur principalement sur la partie engineering. Et moi, c'est Damien, enchanté d'être là aussi avec vous. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi, donc en novembre 2022. Lorsque j'ai passé mon recrutement chez Penny Lane, c'est d'ailleurs Thomas qui était mon Talent Acquisition Manager, comme beaucoup d'entre nous côté tech chez Penny Lane. Et voilà, depuis, je suis passé manager et donc du coup aussi hiring manager. Trop bien. Il t'a posé des questions de dinguerie un peu en entretien ou ça va ? Non, pas tellement. Il était super efficace déjà à l'époque. On sentait que sa machine perso était déjà bien huilée et je pense que c'est ça qui fait une grande force de la machine qu'il a pu après mettre à l'échelle chez Penny Lane. Trop bien. Hâte d'en savoir plus sur cette machine. Avant qu'on commence avec la première partie, il y a des questions aléatoires qui ont été générées pour vous, que je vais vous poser, vous répondre chacun à votre tour. La première question est la suivante, j'aime bien en plus celle-là. Il y a 100 millions qui tombent sur votre compte, donc via votre compte Penny Lane évidemment, mais vous n'avez que 10 minutes pour les utiliser. Que faites-vous ? Je pense que je me réserve une partie dans un voyage à Saint-Barth pour aller voir mon petit frère qui est là-bas. Trop canon, j'adore. Moi, je pense que j'organise une super fête avec tous mes amis, famille, etc. Alors, je pense que j'utiliserai pas tout pour ça. J'utiliserai une bonne partie, sinon pour des bonnes œuvres. Je pense que c'est une bonne façon d'utiliser autant d'argent en si peu de temps. J'avoue qu'en 10 minutes, faut réfléchir vite. Ou tu vois, on parlait tout à l'heure des agents IA, vous créez des agents qui dépensent chacun et qui vous font des montages financiers pour avoir plein de bitcoins et comme ça, après on est bon. Autre question générée aléatoirement, c'est un peu lié par rapport à Saint-Barth. Vous emporteriez quoi sur une île déserte ? Je dirais mes meilleurs amis, je pense. Et moi, je répondrais un téléphone satellitaire avec de la batterie pour que cette île ne soit plus déserte. J'adore. Genre le recruteur côté social et genre manager, manager côté genre moi tech, je prends un truc pour me sortir de cette île, j'ai pas envie de rester là. J'adore, vos réponses sont très drôles. Je précise évidemment comme à chaque fois, genre ces questions ne sont pas des bonnes questions à poser à des candidats, ça ne révèle absolument rien, c'est juste pour savoir un peu plus sur des petites choses sur vous avant qu'on commence l'épisode. On passe du coup à la partie 1 du coup importante de cet épisode où on est sur, on va parler du coup du scale. Le scale, donc pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas en startup, c'est le passage à l'échelle, mais ça sonne mieux quand même en anglais qu'en français. Passage à l'échelle, c'est chelou. Enfin, t'imagines du coup des randos dans la montagne où t'as des échelles, enfin c'est pas forcément la même chose. Avant ça, est-ce que vous pouvez du coup, l'un ou l'autre d'entre vous nous raconter un peu, c'est quoi les différentes étapes? Donc tu dis que tu es arrivé en 2021 chez Penny Lane. C'est quoi, quand tu es arrivé, vous étiez combien? C'est quoi grosso modo les recrutements par an? Aujourd'hui, vous en êtes où avec vos levées de fonds records année après année? Ça se passe comment? C'est quoi l'histoire? Et pour l'historique, donc Penny Lane, pour situer, boîte qui a été créée il y a tout juste 5 ans. Donc boîte assez récente quand même sur le marché, enfin créée fin 2019, que 5 ans, wow. Début 2020, donc ouais, que 5 ans. Moi, quand je suis arrivé, on était moins d'une centaine et à l'époque, on avait encore la partie cabinet d'expertise comptable, puisqu'on a commencé non pas comme
full SaaS, donc full logiciel SaaS, mais on avait aussi une partie cabinet. Donc je suis arrivé vraiment avant qu'on commence vraiment à scaler. Je pense qu'on était post série B. On avait fait un premier seed, une première série. Et ensuite, ils cherchaient notamment à grossir assez fortement, et notamment sur la partie tech et aussi produit, puisque Penny Lane, de philosophie, on est plutôt une boîte product-led growth, donc on tend à investir massivement à la tech et au product. Donc moi, je suis arrivé dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on est 1000 chez Penny Lane. On prévoit d'être plus de 1400 pour la fin d'année. Okay. Donc c'est un scale qui est vertigineux. Et à l'époque, donc moi quand je suis arrivé, il y avait peut-être une 20 à 30 personnes côté engineering. Et on avait pour objectif de faire x2 en un an. Alors après, il y a eu différentes étapes et on pourra l'évoquer. Mais c'était un peu l'état des lieux à l'époque. Et si je prends l'état des lieux aujourd'hui côté engineering, on est à plus de 300 devs avec une quarantaine d'engineering managers, une dizaine de senior engineering managers, nos 2 des 7 cofondateurs qui sont toujours là. Okay. Une organisation qui est passée de 3-4 squads à l'époque à plus d'une quarantaine aujourd'hui. Donc voilà en quelques mots le contexte moi dans lequel je suis arrivé et là où on en est aujourd'hui, quoi. C'est une dinguerie. Et comment dans ce contexte-là, vous avez plein de gens à recruter et en même temps, vous voulez les meilleurs, comme toute entreprise, le fameux A-player, mouton à 5 pattes, je sais pas comment vous aimez les appeler en interne. Comment on fait pour recruter vite et recruter bien? Je pense qu'à l'époque, on était dans un contexte où donc déjà on voulait grossir, mais on n'était pas connu. Enfin, Penny Lane n'était pas connu, donc il fallait faire beaucoup de prospection, beaucoup d'outbound. L'aura et la marque employeur de la boîte étaient pas du tout la même qu'aujourd'hui. On est passé aussi par des phases où on a suivi ce qui se passait aux US, donc les fluctuations des marchés américains. C'est vrai que les ambitions qu'on avait à l'époque, on a dû aussi les mesurer, et c'est pour ça qu'on a aussi un effet de ralentissement entre 2022 et 2023 où on n'a pas scalé du tout au tout en un rien de temps. Et là dernièrement, donc depuis cette année, je pense qu'en 2025, on a connu notre plus grosse année de scale puisqu'on parle de 515 recrutements à l'échelle globale de l'équipe TA et côté engineering, donc on a recruté 165 personnes à 3-4 en un an. Et donc je pense qu'on a, ça on pourra en parler aussi un peu plus en détail, mais on a vachement appris au fur et à mesure des années sur à la fois ça signifie quoi être véloce, aller vite, mais en même temps recruter les bonnes personnes, donc c'est-à-dire mettre en place les bons process, les bonnes méthodes d'évaluation derrière, embarquer les bons intervieweurs. Donc ça, c'était un travail qui s'est fait au fur et à mesure des 3-4 dernières années, qui est monté crescendo, et on a été régulièrement aussi challengé par les managers. Mais tout ça, c'est peut-être pour la big picture en tout cas, ou la vue globale. Tout ça, c'est pas fait du tout au tout, quoi. Et si je peux rajouter, comme tu le disais, en fait, on a finalement connu plusieurs vagues de croissance. Donc la première vague de croissance, comme tu le disais, 2021, côté engineering, le fait de passer d'une vingtaine d'ingénieurs à plutôt 70-80. Puis ensuite, il y a eu la deuxième vague, donc sur 2022. Ensuite, donc en 2022, il y a eu un petit peu les marchés américains qui sont un peu retournés. Donc on a plutôt décidé de temporiser. Donc en fait, en termes de recrutement, on continuait de recruter, mais plutôt pour rester break-even, c'est-à-dire remplacer les quelques départs qu'on pouvait avoir. Et ensuite, du coup, dernière phase de recrutement intensif, donc à partir de mi-2024 et surtout 2025. Et je dirais que chez Penny Lane, il y a vraiment cette culture de transformer toute situation en une opportunité. Et donc, par exemple, en fait, on a beaucoup profité de l'année 2023 où on recrutait pas trop pour former tous ces gens, voir en fait justement quels étaient les profils qui prenaient bien en montée en compétences et quels étaient ceux pour lesquels, par exemple, il y avait peut-être un peu plus de difficultés, pour derrière aussi changer un petit peu nos cibles. Je crois qu'il y a eu aussi un gros travail en fait en anglais on dit nurturing, mais je sais pas comment on dit en français, mais il y a pas de mots. On a essayé chouchoutage des candidats, chouchoutage, voilà, du talent pool, en tout cas de tous les gens qui étaient là et pour lesquels on n'avait pas de choses à leur proposer, mais qui finalement étaient aussi facilement actionnables après. Donc en fait, il y a aussi cette culture de se dire que la situation économique, elle peut changer, et en fait, il y a toujours moyen de transformer une situation ou un imprévu en une opportunité pour la suite.
Trop bien. C'est ce que tu dis sur le côté intéressant quand t'as plus de scale, qu'est-ce que tu fais de tous ces gens et comment tu les remplaces et la partie un peu mobilité interne dont vous avez parlé qui est clé et de les talent pool c'est bien pour demain, t'anticipes demain quand t'as des phases où du coup tu t'ennuies quand t'es habitué en plus à scale, c'est chiant. Enfin quand vous rejoignez des boîtes pour des boîtes qui sont des scale up, Ouais. t'as pas envie que ton truc se stabilise et du coup tu t'occupes en effet avec ça et c'est partie des éléments que vous avez mis en place. C'est quoi du coup les autres trucs trop stylés côté process, Ouais. enfin les trouvailles que vous avez pu mettre en place qui marchent bien? Bah, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà par philosophie, si je prends l'équipe recrutement, on a déjà recruté des personnes qui étaient dans un état d'esprit où on aime aller vite. Donc on est à l'aise déjà d'être dans un environnement où on sait que ça va être ambitieux, Mm, les objectifs qu'on nous donne, mais on est prêt à y aller, on est prêt à aller vite. Donc déjà on est conditionné dans un état d'esprit où on se doit d'avoir de la vélocité et d'être constant dans notre performance pour atteindre les objectifs dont on s'est fixé. Alors l'équipe, elle a pas mal évolué au fur et à mesure des années. Je pense qu'on peut prendre un premier facteur clé de succès qui a été l'agrandissement de notre communauté d'intervieweurs. Ok. Quand je suis arrivé, on avait moins de 10 intervieweurs, ce qui nous aidait à faire passer les process. Donc, Pour toute la boîte ou que côté tech? alors que côté engineering. Ok, d'accord. Donc on avait, historiquement, on a toujours eu 2 des 7 cofondateurs, notre CTO et notre lead dev, qui étaient dans les entretiens. Donc au début les case studies et majoritairement toujours les derniers entretiens. Et on s'appuyait sur quelques développeurs pour faire passer les case studies. Néanmoins, quand tu dois potentiellement passer de 5 à 8 à 10 à 12 recrutements par mois, tu te dois d'embarquer plus de monde et de faire grandir ta communauté d'intervieweurs. Donc je pense que ça a été un des gros facteurs clés de succès. On est passé d'une dizaine à plus de 70 intervieweurs aujourd'hui en continu qui nous aident à faire passer les entretiens. Donc on parle de contributeurs individuels, mais aussi de managers. Nos cofondateurs sont toujours aussi pressants. Et donc ça passe par des prises de parole, notamment en public, lors des Tech Hollands. Typiquement, cette semaine, quand on a toute l'équipe engineering qui se regroupe à Paris, il y a un temps fort où pas mal de personnes vont pitcher des sujets dans un théâtre. Donc on est devant 200-300 personnes. Et à plusieurs reprises, en tant qu'équipe TA, on a pris la parole pour partager un peu un état des lieux de là où on en était dans les objectifs, l'état des lieux de la croissance, mais aussi faire de l'évangélisation sur pourquoi c'est important d'être intervieweur, pourquoi aujourd'hui il nous faut plus d'intervieweurs, quels sont les enjeux derrière, qu'est-ce qui va être dans votre scope, en dehors de votre scope. Si vous avez envie de rejoindre le panel, n'hésitez pas à postuler. Et donc, je pense que ça a été à la fois un apprentissage, mais aussi ce qui nous a permis de scaler aussi vite et de se dire, aujourd'hui, on est assez à l'aise et on est confort de se dire qu'on a suffisamment de créneaux pour faire passer des entretiens, d'intervieweurs, on peut faire varier les binômes et en fait ça nous permet d'aller chercher, alors en 2025, d'aller chercher les 12 recrutements par mois minimum côté tech qu'il nous faut, mais même plus. Donc je pense que ça a été un premier gros facteur clé de succès, quoi. Quand tu dis que tu en as 70 aujourd'hui à peu près, c'est quoi, vous sauriez dire, le temps passé par semaine, par an, sur de l'entretien ou sur du... Ouais. On en reviendra après, mais est-ce qu'il y a que l'entretien ou est-ce qu'il y a aussi une aide côté hiring manager du tri de CV, closing ou autre? Enfin, c'est quoi le rôle du hiring manager? Alors, les rôles des hiring managers, je dirais avant tout, avant le pipe, c'est de définir le besoin. Donc nous, côté technique, effectivement, on recrute à l'échelle. Donc en fait, on recrute pas des ingénieurs pour des postes précis dans des équipes, mais on recrute avec des chiffres comme le disait Thomas, 10, 12 ingénieurs par mois. Et en fait, on va là-dedans définir combien on veut de front-end, combien on veut de back-end, de full stack, combien on veut aussi d'engineering manager, puisque en fait, on veut aussi, quand on crée des nouvelles équipes, recruter des managers. Et donc, en fait, nous, en amont, on est là pour définir un petit peu à quelle vitesse on veut recruter et on essaye aussi de prévoir au maximum parce que quand on a une machine comme ça de recrutement, en fait, ça commence à être une machine qui a de l'inertie. Et en fait, quelque part, quand on ouvre un pipe, qu'on le ferme ou qu'on change une cible, en fait, on voit les résultats 2 mois, 3 mois après. Sur un marché comme la France où il y a aussi des préavis, en fait, ça peut même être un peu plus loin. Et donc, du coup, nous, on essaie d'être le plus fin possible dans la définition de notre besoin. Donc ça, c'est en amont. Ensuite, après, les hiring managers, nous, on participe aussi à ce que décrivait Thomas juste avant, donc les entretiens de recrutement. Donc les managers de niveau 1
et les ingénieurs vont plutôt participer au débrief du test technique, et les managers de niveau 2 ou les cofondateurs vont plutôt participer à l'entretien de dernier tour, qui est plutôt un entretien de culture fit, donc sur vraiment les soft skills de la personne. Et donc en fait, nous, quelque part, on est tous passés par ce processus de recrutement. On est tous très contents d'avoir eu un processus dans lequel on a eu des réponses, le processus a été réactif, on a été tenu au courant, etc. Et donc en fait, on a tous aussi à cœur de participer à cet effort collectif et quelque part en fait de contribuer et de donner de notre temps pour s'assurer que les candidats ont la même bonne expérience que nous on a pu avoir. Et finalement aussi, que ce soit pour les managers ou pour les ingénieurs, c'est une bonne façon aussi de sortir du quotidien. C'est-à-dire, je suis ingénieur, finalement, la plupart de mon temps, c'est devant un écran, devant un éditeur de texte, j'écris du code pour développer des nouvelles fonctionnalités. Et une fois de temps en temps, on va dire peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, je vais être dans une autre position où en fait je choisis mes prochains collègues, même si c'est pas forcément les collègues qui vont rejoindre mon équipe, mais c'est ceux pour lesquels je serai amené à travailler potentiellement. Et donc on est à la fois dans une démarche de sélection, mais aussi dans une démarche de quelque part de pédagogie. Et on répond à leurs questions, on essaie de leur expliquer pourquoi Pennyline c'est un bon choix, répondre un peu aux questions que nous-mêmes on pouvait se poser à l'époque. Ce qu'on recommande pour ceux qui font passer notamment les débriefs de tests techniques, c'est dans l'idéal de se dédier 1 heure, un créneau d'entretien par semaine, donc 1 heure. Ceux qui sont confortables pour en prendre 2 à 3, ils ou elles sont les bienvenus. Mais déjà, un créneau, c'est bien parce qu'ils ont déjà leur travail dans leur squad. Pour le top management, donc plutôt les seniors EM et nos 2 cofondateurs, je sais que vous pouvez prendre un peu plus de temps, ça peut aller jusqu'à 3-4 créneaux d'entretien par semaine. Mais du coup, c'est aussi des bons signaux pour les candidats de se dire OK, le top management, il y a une certaine proximité avec le business. Et ça, c'était le cas quand on était 50, mais c'est aussi le cas quand on est 1000 aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça en est devenu même un projet en tant que tel de gérer cette communauté d'intervieweurs et de comment on s'assure que les personnes soient toujours engagées, qu'on leur donne du feedback, qu'on prenne aussi leur feedback, qu'on leur donne de la reconnaissance. Donc aujourd'hui, on a vraiment mis en place de la gestion de projet d'une communauté d'intervieweurs en tant que tel, quoi. Après, on reviendra à fond du coup dans la deuxième partie sur comment vous les formez, comment vous les abordez, etc. Mais 70, c'est dingue. Et le pari que je trouve qui est bien, c'est que vous avez beaucoup d'intervieweurs, mais qui ont chacun peu de temps à dédier à du recrutement. Là où des fois, du coup, il y a des risques. Moi, dans les boîtes tech dans lesquelles je bossais avant, on avait peu d'hiring managers, mais du coup, qui étaient trop busy et qui à chaque fois m'engueulaient en mode non mais Léo, j'ai pas que ça à faire que faire des entretiens. Là où du coup, toi t'expliques oui, mais en fait, c'est pour sélectionner tes futurs collègues et du coup, ça viendra te soulager. Mais c'est une bonne stratégie de se dire que vous avez beaucoup de gens et du coup, je pense que vous devez pas galérer à trouver des créneaux. C'est quoi à peu près le temps est-ce que vous avez calculé le temps moyen entre, je suis DevOps, on parlait tout à l'heure des RecOps, donc je suis DevOps, je suis accepté pour un tour, je mets combien de temps avant d'arriver à un entretien avec un ingé de Pennyline à peu près? Moyenne. Aujourd'hui, on tient des process de recrutement en 25 jours. Tout compris, ok. Ouais, tout compris. À partir du moment où je postule jusqu'à mon offre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une grosse force. C'était le cas quand on était 50, c'est le cas encore aujourd'hui. On a un time to hire qui est proche des 30 jours, avec 3 étapes. Et ça n'a pas changé. Et ça fait une grande différence sur le marché parce qu'on est souvent les premiers à envoyer les offres, comparé aux concurrents. Et c'est là où aussi on fait la différence. Et de cette vélocité, grâce aussi au fait d'avoir beaucoup d'intervieweurs, on peut toujours l'avoir aujourd'hui, quoi. Trop stylé. Et du coup, en plus, c'est pas une contrainte sur le job. Quand t'es engineering manager ou même juste dev, peu importe, tu fais ce métier pour faire du code. Je schématise, mais t'es pas là, du coup, forcément, pour faire des entretiens. Et du coup, c'est cool de te dire que tu contribues, mais une petite partie, et c'est pas non plus le gros de ton quotidien, quoi. Exactement. Et surtout, nous, on essaye aussi, de chouchouter cette communauté des intervieweurs. Le but, c'est que ce soit pas, une fatalité, ils se sentent pas non plus piégés dans leur rôle. Donc, on présente toujours ça comme, en fait, une possibilité, mais en fait, une porte qui peut être franchie dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a aussi des intervieweurs qui vont dire, écoute, là en ce moment dans mon équipe, j'ai une charge de travail, je préfère faire une pause sur les entretiens, il n'y a aucun problème, ils font une pause et puis on les laisse, soit eux reviennent vers nous quand ils veulent à nouveau faire des entretiens, soit de temps en temps on les réengage aussi pour leur dire tiens, est-ce que ça fait 3 mois, 4 mois que tu as fait une pause, est-ce que maintenant ce serait pas un meilleur moment pour toi pour refaire des entretiens? Et quelque part on gère ça aussi comme un petit peu un talent pool.
et on applique un petit peu les mêmes règles pour nos intervieweurs aussi, quoi. Tout est talent pool. Et par philosophie, le recrutement, on tend à dire que c'est l'OKR numéro 1 chez Penny Lane. Okay. Et pour le coup, c'est vrai, c'est vraiment s'il y a un objectif qui est à chaque fois rappelé en premier, qui est l'objectif numéro 1 de la boîte, c'est le recrutement. Donc par défaut, ça aide aussi à embarquer pas mal de monde et que les gens aient en tête aussi que c'est un travail d'équipe que de participer à l'effort de recrutement et à la croissance de la boîte, quoi. Trop stylé. Avant qu'on plonge encore plus en profondeur sur ce rôle-là, qui est franchement, peut-être que ça vous paraît simple parce que ça marche bien, mais pour beaucoup de boîtes, c'est le nerf de la guerre du recrutement, c'est la relation entre les recruteurs et les recruteuses et les hiring managers. Donc, avant de zoomer sur ça, j'ai une dernière question sur cette petite partie, c'est sur la partie notamment diversité et inclusion, parce que du coup, souvent, j'allais dire même à l'heure aujourd'hui où côté US ça part un peu dans tous les sens et c'est plus trop la priorité numéro 1, mais souvent du coup c'est laissé de côté. En gros, quand on fait le choix du scale, on se dit c'est pas grave, la diversité on verra plus tard. Est-ce que vous avez réussi malgré le scale à garder une politique D&I forte? Oui, je trouve que vu le volume qu'on recrute, on arrive quand même à avoir des bons ratios en termes de diversité, une bonne balance. Alors, on peut parler à la fois de diversité genrée, mais aussi énormément de personnes qui viennent de reconversion, mais pas que. Je peux te donner quelques exemples. En 2025, sur les 165 recrutements, on a recruté 30% de femmes. Et on doit être sur un ratio similaire de profils qui sont issus de parcours non linéaires. Aujourd'hui, chez Penny Lane, dans peut-être l'ensemble de l'équipe tech, donc sur les 300 personnes, on a 30%, quasiment 30% de personnes qui sont issues de reconversion. Beaucoup de gens qui ont fait le wagon, qui ont fait des bootcamps, qui sont pas issus d'écoles d'ingénierie. Et ça, on est vraiment attaché à ça. Alors on a mis pas mal de stratégies pour le maintenir. C'est quoi les strates qui marchent? Parce que c'est vrai que souvent t'as beaucoup de gens qui veulent le faire, mais c'est dur de les accompagner, de les onboarder, de les former. Comment vous assurez que les juniors ils soient là et ils soient efficaces? Je te laisserai peut-être sur l'exemple du wagon, mais sur la diversité, typiquement on a mis en place des sessions de sourcing exclusivement dédiées au profil féminin, par exemple. L'idée c'était de se dire comment on s'assure qu'on ait suffisamment de femmes en top funnel du process et après d'avoir à parts égales le même nombre de profils. Et ça nous a aidé, tu vois, à signer là en octobre dernier 8 femmes sur un mois et globalement de faire passer notre pourcentage de femmes recrutées de 17 à 30% en moins d'un an. Juste en fait par le fait de se mettre en place en tant que rituel recrutement des sourcings exclusifs dédiés à des profils féminins avec l'aide de Dust en allant utiliser des pronoms, etc. Donc ça c'est un exemple concret qui a très très bien marché et pour lequel on va essayer de le garder en tout cas pour cette année, quoi. Alors je reviens sur Dust après, avant du coup bootcamp, wagon, comment vous intégrez les juniors? Enfin souvent c'est un truc hyper dur à faire et beaucoup de boîtes, c'est logique, veulent d'abord des seniors avant d'avoir des juniors, sinon ça fait pas sens. Comment t'intègres les juniors efficacement pour faire de la reconversion? Alors en fait ça je dirais que ça dépend aussi un petit peu des phases. Donc nous, chez Penny Lane, il y a des moments où on a recruté des juniors, des moments où on a clairement dit non, là maintenant c'est pas le bon moment, et après à des moments où on a réouvert des postes juniors. En fait, les juniors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être des gens qui ont besoin, évidemment, d'être plus accompagnés, qui vont du coup demander plus de temps, de mentoring, etc. Et donc du coup, ça va dépendre finalement du nombre où ils sont et dans quelles équipes ils sont placés. Donc nous, finalement, quand on recrute des juniors, on va s'attacher beaucoup à regarder quel est leur sens finalement de l'autonomie, de la débrouillardise. Quelque part, on se dit, c'est pas grave de recruter une personne qui est pas tout à fait au niveau d'expertise maintenant qu'on voudrait, mais si on sent que cette personne est débrouillarde, autonome, qu'elle a plutôt la volonté de trouver les solutions par elle-même, on sait qu'en lui donnant un petit peu le bon accompagnement, elle va pouvoir en fait combler son retard, si je peux dire, ou en tout cas son manque d'expertise assez rapidement. Et puis ensuite, encore une fois, comme tu l'as dit, le but c'est que cette personne elle soit bien encadrée autour d'elle. Donc on la mette dans une équipe où il y a des ingénieurs confirmés, des ingénieurs seniors, qu'on s'assure que ces gens-là aient du temps et voire en fait même des objectifs personnels dédiés d'encadrement de ces personnes juniors. Et nous en fait, quand on recrute des juniors, on essaye finalement de se dire est-ce que cette personne a la capacité ou le potentiel de devenir ingénieur confirmé à un horizon 1 an et demi, 2 ans.
Et donc, du coup, c'est sur ces profils-là qu'on essaye de miser. Donc, finalement, des juniors à fort potentiel. Okay. Et après, derrière, aux managers et à nous de les mettre dans les bonnes conditions. Et il y a peut-être une part aussi où on pourra peut-être en parler sur la partie diversité. Nous, on a aussi une question de diversité, on va dire, culturelle et géographique, puisque du coup, nos équipes d'ingénierie, en fait, sont dispersées dans plein de pays, notamment à travers l'Europe. Je laisserai Thomas parler de ça parce qu'il a, je pense, plus de chiffres que moi. International recruitment. Et typiquement, tu vois, sur les profils en reconversion, nous, après, c'est des choses qu'on intègre dans nos routines de sourcing. À l'époque, quand on a recruté les premières personnes qui venaient, par exemple, du wagon, où on s'apercevait, en fait, que ça fitait bien à la fois culturellement et après, c'est des gens qui impactaient le business. On s'est dit, pourquoi, en fait, ne pas continuer de faire passer des process de recrutement avec des gens qui viennent spécifiquement de ces bootcamps-là? Pourquoi ne pas aller sourcer directement au sein de ces écoles? En plus, ils sont friands, les écoles de reconversion, ils adorent qu'il y ait des boîtes qui viennent les chercher. Donc c'est ce qu'on a fait en fait. Et c'est un peu la philosophie qu'on a au travers de notre stratégie de sourcing, mais pas que, c'est qu'on va aller maximiser en fait l'impact de stratégies qui peuvent paraître assez simples, mais en fait on voit que ça fonctionne, donc on va continuer d'aller appuyer là où ça fonctionne. Et ça nous a permis d'aller aussi vite en termes de scale, quoi. Trop bien. Et merci pour ça. Et du coup, je vais revenir sur un truc que tu disais avant, tu parlais de Dust. C'est quoi, à tous les deux, du coup, vos usages de l'IA dans le recrutement? C'est quoi, parce qu'on pourrait en parler pendant genre 3 heures entières. C'est quoi les 2-3 top cas d'usage que vous recommandez aux gens qui nous écoutent pour aller plus vite ou faire mieux sur du recrutement? Moi, il y a Dust déjà, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? J'en ai 2 principaux que j'utilise. C'est un pour résumer des feedbacks. Ouais. Et le deuxième, c'est essentiellement pour ajuster des communications qu'on envoie à nos stakeholders pour être encore plus impactant. C'est les 2 cas d'usage que j'utilise au quotidien. Et ça, c'est plus un LLM classique, c'est pas forcément Dust qui fait ça ou aussi? Alors, on passe par Dust, mais ça nous cas. permet d'aller choisir après le LLM derrière, mais essentiellement avec Dust. Du coup, pour moi, je dirais en tant que personne qui fait passer des entretiens, un cas d'usage de moi, lorsque j'écris mon feedback, après j'essaie de le faire passer justement dans un LLM pour me rendre compte, est-ce que ce feedback correspond un petit peu à nos consignes, à nos guidelines, est-ce qu'il est assez actionnable pour le recruteur derrière qui va faire le feedback, parce que en fait en tant que personne qui fait passer un entretien, c'est toujours facile d'avoir un feedback du type cette personne n'est pas un A-player ou n'est pas j'ai pas le fit, next. Exactement, sauf que en fait quand on fait ça, on donne pas du tout les bonnes billes pour la personne qui va annoncer la nouvelle et qui va faire le retour derrière. Merci mille fois de dire ça. T'imagines même pas ce que c'est de l'or dans les oreilles de recruteurs et de recruteuses, ce que tu es en train de dire là. C'est le rêve de tout recruteur. Exactement. Et donc du coup, en fait, nous on a en interne développé un petit agent Dust qui permet justement tu copie-colles ton feedback et tu as un retour qui te dit écoute, là c'est pas suffisamment actionnable, là qu'est-ce que tu as voulu dire, est-ce que tu peux donner un exemple, etc. Et donc ça permet à tout le monde de grandir sur cette notion de feedback actionnable. Et puis sinon aussi du coup étant donné que moi je fais passer beaucoup d'entretiens pour des profils techniques, des ingénieurs, eux utilisent beaucoup l'IA pour les aider à coder, voire à vibe coder. Et donc l'idée c'est de mettre le sujet sur la table directement, de leur poser la question, qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui est de l'IA, de poser les bonnes questions sur est-ce que tu peux m'expliquer cette partie de code, etc. En fait, on entend beaucoup aujourd'hui, les tests techniques sont morts avec l'IA, etc. Pas vraiment, de même que la production de code en général. La question, c'est finalement de briser le tabou. Si les personnes ont utilisé l'IA, il n'y a aucun problème à partir du moment où elles restent en fait finalement en contrôle et qu'elles comprennent ce qu'elles ont fait. Et en fait, finalement, en posant les bonnes questions, on arrive assez vite à savoir quel est le niveau de maîtrise et de compréhension des candidats sur le contenu qui est produit. Ouais, tout le monde peut quasiment produire aujourd'hui du code. Enfin, même genre moi, demain, je peux produire un truc, mais tu me demandes d'expliquer la ligne 144. Je dis, je ne sais pas. Donc en effet, c'est intéressant et c'est là où du coup t'as même des gens qui vont dans l'extrême opposé, et sur un podcast américain ils disaient qu'ils allaient interdire du coup les tests en passant en mode full présentiel, en repassant en mode de peer programming, on se met à côté et du coup on code ensemble, et là du coup t'as aucun moyen de tricher. Peut-être ça peut être un peu extrême et ça nécessite du coup en plus un déplacement en présentiel, mais why not de le faire même en visio pour t'assurer que les gens ils comprennent ce qu'ils font et que c'est pas juste j'ai demandé à Claude Code et il m'a sorti ça quoi. Et peut-être pour aussi compléter sur les trouvailles en termes de process. Ouais. Je pense qu'il y a 2-3 leviers. Alors, par défaut, il y a un aspect lié à nos stratégies de sourcing où on fait pas des choses qui sont révolutionnaires chez Penny Lane, mais on a vraiment une démarche de retour sur investissement. Donc, on va
utiliser des outils et des stratégies que beaucoup de boîtes utilisent, qui sont assez simples via du LinkedIn Recruiter, mais pas que. Mais on a vraiment une démarche de maximisation de notre impact via ces stratégies-là, et de comment en fait une stratégie qui fonctionne, on peut la dupliquer et faire en fait x2, x3, x4, x5. Donc la même stratégie qu'on utilisait quand on devait recruter 5 personnes par mois, c'est la même aujourd'hui à 12 quoi. Et c'est comment on peut démultiplier l'aspect qualité, mais pas que, sans augmenter non plus la taille de l'équipe recrutement, parce qu'on est toujours resté à 3-4, mais pas plus. Donc il y a aussi une démarche de remise en question constante. Et peut-être les 2 autres facteurs clés de succès, il y en a un qui a été lié à la data. Donc quand je suis arrivé, on avait peut-être juste un weekly par mois avec nos stakeholders et un petit reporting via Google Sheet. Aujourd'hui, on essaye d'être hyper carré dans ce qu'on propose. Donc, on a à la fois un reporting hebdomadaire donnant de la visite sur l'état des pipes, les projets en cours. On a un reporting mensuel qu'on construit nous-mêmes. On va chercher tous les dashboards et les infos dont on a besoin via notre ATS. Et on le construit nous-mêmes. On couple avec de l'IA et on l'envoie mensuellement à nos stakeholders. Donc, ça comprend tout un tas de données, que ce soit sur les offres, les états des pipes, les conversions, l'expérience candidat, etc. Et là, donc c'est tout frais. Depuis ce début d'année, on a sorti un tout nouveau dashboard qu'on a construit nous-mêmes côté TA. En parallèle de l'ATS, du coup. C'est ça. C'est quoi votre ATS d'ailleurs? Alors, on est sur Lever, mais on est en train de migrer sur HB, justement. Ok. Et donc, le 3e volet, donc c'est un dashboard qu'on a sorti via Google Sheet, mais opérationnel et actionnable, qui regroupe, pour faire simple, les infos qu'on envoie de manière hebdomadaire et de manière mensuelle, mais avec un volet beaucoup plus prédictif. Et qui nous permet en fait d'aujourd'hui, par rapport à nos objectifs de recrutement et nos targets idéales par spécialité, de dire ok, mensuellement quel est le delta ou quel est le niveau de complétion qu'on a par seniorité, par étape, par spécialité, par rapport à nos objectifs. Et donc ça va nous permettre de lisser en fait nos efforts sur l'année et de s'assurer qu'on a toujours assez de stock disponible, quels que soient les besoins, et surtout de s'assurer qu'on a les ressources qu'il nous faut, que ce soit sur des positions en contribution individuelle ou des positions managériales. Et ça, on l'a mis en place suite à des apprentissages qu'on a eu l'année dernière, où on a été soit en sous-réaction, soit en surréaction à 2 moments de l'année, parce qu'on n'avait peut-être pas assez anticipé ou travaillé davantage en prédictif sur un volet pilotage, quoi. Ouais, ça bouge vachement et tout ça, c'est hyper. De toute façon, c'est le truc le plus dur en recrutement, c'est quand vous avez du coup des stop and go. Enfin, on recrute plus. Je sais que pendant le Covid, je sais pas où vous étiez, mais c'est un truc qu'on a tous vécu en mode du jour au lendemain, t'arrêtes tout et du coup, comment tu fais? Et ça repart vite, mais en fait, ça s'arrête et ça repart plus rapidement. Enfin, c'est la joie des scale-up de toute façon, c'est que vous passez votre temps à arrêter, reprendre. Et ce qui est dur, c'est d'optimiser justement le temps des gens et les ressources des gens pour, comme tu l'as dit, pas être en sur ou en sous-régime. Comme quand tu connais une voiture, t'es toujours plutôt bien. Sinon, du coup, ça n'avance pas, surtout dans les routes, dans les côtes de montagne. Ça a absolument aucun lien. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Merci pour ça, et c'est déjà hyper riche ce que vous venez de dire. On va passer dans une partie 2 juste après. On va encore recanaliser sur la relation hiring manager-recruteur. Avant ça, on est du coup sur le jeu numéro 2 de l'épisode après les petites questions. Ce jeu auquel vous allez participer est l'anecdote what the fuck. L'anecdote what the fuck. L'anecdote what the fuck. Thomas, anecdote, t'en as une, du coup c'est parti, on t'écoute. Peut-être plus terre à terre qu'anecdote, mais c'est quelque chose qui nous a permis de vachement travailler. C'est sur les feedbacks qu'on fait aux candidats. Nous, on prend le parti de tout faire à l'oral, donc de prendre du temps en visio pour chaque candidat, pour annoncer le feedback. Et on l'en fait la majorité du temps pour des feedbacks négatifs et constructifs. Évidemment. Et il nous est arrivé plusieurs fois ces dernières années d'avoir des candidats qui prennent mal le feedback ou qui réagissent mal. Mais tu dis n'importe quoi, j'ai pas dit ça en entretien. Et donc nous, ça, dans certaines situations, ça a pu décontenancer certaines personnes de l'équipe, où nous on peut aussi le prendre pour nous-mêmes, ne pas être bien après la journée. Et ça a débouché sur des formation derrière qu'on a mis en place, notamment une formation sur la gestion des candidats difficiles qu'on a fait avec un formateur qui est venu souvent et qui nous a donné des billes pour en fait davantage exprimer le feedback à différents types de personnalités. Et donc ça, c'est des choses qu'on réplique aujourd'hui énormément dans notre quotidien. Donc
Voilà. Mais t'as la personne bornée, la personne qui devient agressive d'un coup, celle qui cherche à se raccrocher aux branches. Mais non, mais en fait, je vous ai pas réussi à démontrer que du coup là, en fait, derrière son développement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des gens qui sont durs comme ça des fois sur les feedbacks. Et comme tu dis, c'est un métier du non, le recrutement. Et donc c'est super dur parce qu'on passe plus de temps à dire non qu'à dire oui. Et si en effet tu prends cher et ils te prennent ton énergie, après t'as plus envie de faire ce job. C'est quand même dommage. As-tu trouvé Oui, j'ai trouvé. ton anecdote? Super. Moi, j'ai une anecdote concernant un petit peu l'équité du processus de recrutement. J'ai fait, je fais plein d'entretiens de recrutement chez Penny Lane. Et un jour, je me connecte sur un entretien de dernier tour. Et le candidat qui se connecte, j'ai l'impression que je le connais. On discute un petit peu. En fait, je me rends compte qu'on travaillait précédemment dans une boîte ensemble. Tu l'avais oublié. Et en fait, en gros, c'était une grande boîte. On s'était Ok. croisé qu'une seule fois. Donc lui-même était pas trop sûr, mais finalement, en fait, en discutant, on s'est bien rendu compte qu'on s'était déjà croisé. Et bon, du coup, il y avait un autre un intervieweur avec moi. On lui fait passer l'entretien et du coup, tout se passe bien. On est très content. Mais du coup, voilà, moi, par souci d'équité, en fait, j'ai mis dans mon feedback, bah, en fait, écoutez, moi, je connaissais cette personne d'avant. Tout s'est bien passé, etc. Mais du coup, de ça, on en a fait un petit peu une consigne pour tout le monde qui sont de dire bah en fait si en tant qu'intervieweur vous vous rendez compte à un moment que vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît dites-le nous, on essaiera de changer Ouais, l'intervieweur très bien. pour que tout le monde puisse avoir quelqu'un qui ne connaît pas et éviter un petit peu on va dire le côté conflit d'intérêt. Ouais. Et si jamais bah, c'est trop tard, c'est-à-dire vous êtes dans l'entretien avec la personne, c'est trop tard pour vous désengager, au moins mettez-le dans votre feedback. Voilà, disclaimer, je connais cette personne, j'ai déjà travaillé avec elle, etc. Bon. Et du coup, dans la même veine, sur le côté, on va dire, équité, on s'est rendu compte récemment que on faisait passer nos entretiens de recrutement en français pour les francophones. Alors que pour toutes les personnes non francophones, on les faisait passer en anglais, puisque nous, dans les équipes techniques, en fait, on travaille en anglais, c'est notre langue de travail. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un biais d'inéquité, parce que l'anglais est une langue secondaire pour la plupart des gens. On a assez Bien peu sûr. d'anglophones En espagnol, natifs. en italien, Exactement. allemand. Et donc, en fait, c'est pas du tout la même chose d'expliquer quelque chose dans sa langue maternelle que dans une langue qui est sa deuxième ou sa troisième. Et donc, en fait, récemment, on a décidé de faire passer les entretiens en anglais à tout le monde, Ok. y compris aux francophones, y compris quand tout le monde est francophone dans l'entretien, les deux intervieweurs et le candidat. Et donc voilà, c'est une autre anecdote. En fait, par souci d'équité, on veut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ça peut rendre le truc un peu bizarre au début, mais c'est le jeu. Et en vrai, beaucoup de scale-up font ça, comme tu dis, pour des raisons d'équité. Mais c'est vrai que c'est toujours marrant. Enfin, quand je bossais à l'époque chez Choco, t'es deux Françaises à faire des entretiens en anglais. Et t'es là, genre, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Mais ça rétablit en effet une équité, et c'est faire. Et ça évite l'avantage injuste du français qui peut très très mal parler, potentiellement anglais, va mal comprendre, mais qui aura quand même le job parce que du coup, il a fait l'entretien en français. Et ça rejoint ta question sur les facteurs clés de succès, mais Ouais. pour en parler après, mais il y a tout un aspect process sur lequel, bah, grâce à Damien et d'autres seniors M, sur lesquels on bosse et on s'améliore au quotidien. Et on a mis en place pas mal de quick wins et de choses aussi qui ont très bien marché sur ces derniers mois, dernières années, quoi, qui nous permettent d'être encore plus carrés, encore plus qualitatifs et encore plus objectifs, quoi. Trop bien. Comme quoi, par exemple, tu aurais des idées qui te viennent de petites Bah, améliorations. justement, on s'est aperçu ces derniers mois que dans les scorecards d'évaluation, on n'était pas assez précis sur les expertises des personnes qu'on évaluait ou sur leurs attentes demain quand elles vont rejoindre Penny Lane. Et donc ça pouvait demain soit créer des biais, soit pas forcément aider notre top management dans le staffing des équipes. Et donc ce qu'on a mis en place aussi grâce à Damien et d'autres seniors EM, c'est d'ajouter des blocs d'évaluation dans les scorecards pour être sûr qu'on identifie le bon niveau d'attente et d'expertise pour chaque personne et aussi le bon niveau de seniorité pour faire en sorte qu'on a une évaluation et un positionnement qui soit encore plus fin à chaque étape du process et donc in fine d'avoir des meilleurs matchs en interne dans les squads. Trop quali. J'adore le principe d'amélioration continue du scorecard, déjà, de l'utiliser et de la rendre meilleure encore et encore. Ouais. Et c'est un truc, alors vous allez me confirmer ou pas, mais souvent je trouve que ça marche mieux dans du recrutement côté ingé que côté, genre par exemple sales. La scorecard est un outil dont les ingés raffolent parce que c'est efficace, c'est carré, c'est structuré, c'est une mentalité ingé. Là où un sales va te dire, un commercial va te dire, genre, moi je m'en fiche de ta scorecard, je veux voir le feeling du type, je veux voir du coup si elle arrive à me convaincre en entretien. Vous confirmez ou pas que c'est plus simple côté tech que côté non tech de faire du scorecard dans un outil vraiment de recrutement?
par rapport à vos collègues non tech? Allez-y, bitchez sur eux. Moi, ce que je peux dire, c'est que je connais que les entretiens tech et product pour lesquels on utilise des scorecards. Du coup, ce que je trouve très bien, c'est que surtout d'un round d'entretien à l'autre, d'un tour d'entretien à l'autre, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qui a déjà été évalué, sur lequel il ne faut pas revenir, et qu'est-ce que l'intervieweur d'avant aurait aimé challenger, mais n'a pas spécialement ni eu le temps ni l'opportunité. Donc ça, je trouve ça très bien. J'avoue que j'ai jamais fait de processus de recrutement sales, donc je sais pas trop. Mais je trouve que ça permet effectivement de retirer un peu un biais. Vendez-moi ce téléphone. Non, ça se fait plus. Ça, Et on fait participer du coup aussi nos intervieweurs eux-mêmes sur l'amélioration des scorecards. Typiquement, les scorecards qu'on a actuellement sur les débriefs de nos tests back et front, ce sont des scorecards qui ont été améliorés par certains de nos intervieweurs qui étaient volontaires pour avoir l'ownership d'améliorer eux-mêmes certains blocs des scorecards. Donc on fait aussi participer notre communauté d'intervieweurs sur cette amélioration continue. Ça c'est canon. Et c'est une bonne transition vers ce que j'allais vous poser. Merci. Tu savais même pas, mais tu lisais dans mes pensées. Tout à l'heure, vous avez une sorte de de communauté d'intervieweurs, les 70 personnes grosso modo. Comment vous communiquez avec eux? Comment vous les peut-être formez? Comment vous assurez qu'ils soient à la hauteur en fait de ce que vous attendez d'eux? Parce que c'est dur 70 à gérer. C'est un beau paquet de gens. Comment ça marche cette commune d'intervieweurs? Déjà, la première chose, c'est que on se base que sur des intervieweurs qui sont volontaires. Donc, en fait, c'est des gens qui ont envie d'être là, qui ont envie de participer à ce processus-là. Encore une fois, on leur explique bien que c'est a two-way door, donc une porte qu'on peut passer dans les deux sens. Donc, on peut facilement rentrer dans le pool, mais on peut facilement se mettre en pause ou en sortir. Trop bien. Ensuite, il y a quand même une formation initiale. Donc, c'est Thomas qui gère ça. On a du contenu qu'on va leur donner, on leur dit voilà, tu vas pas être lâché dans la nature, tu vas faire tes premiers entretiens avec quelqu'un qui a l'expérience, tu vas pouvoir quelque part faire un petit peu de shadowing, enfin participer mais plutôt en mode passif au départ. Ça, c'est l'onboarding que tu as quand tu es manager, c'est ça, genre on te forme à ça? Exactement. C'est l'onboarding que tu as quand tu es intervieweur, c'est-à-dire je rentre dans le pool des intervieweurs et je vais être appairé au début avec des intervieweurs qui ont l'habitude, qui pourraient très bien faire un interview tout seul, et qui du coup, même si l'intervieweur, on va dire junior, ne participe pas trop, ne pose pas trop de questions au départ, en fait, il voit comment c'est fait et comment l'interview est menée. Et ensuite, on a un canal dédié où en fait, on incite les intervieweurs à poser toutes les questions qu'ils veulent. Sur par exemple, j'ai eu tel cas, la personne est arrivée avec telle réponse, je savais pas trop, est-ce que c'est dans nos consignes ou pas? On fait régulièrement des points pour réaligner par exemple les consignes, par exemple pour s'assurer que pendant le test technique, par exemple si la personne a implémenté telle chose, c'est bon. Si la personne a implémenté telle chose, on décide collectivement tous ensemble que c'est pas bon ou qu'il faut la challenger plus sur telle ou telle chose. Voilà, encore une fois, pour essayer d'harmoniser nos pratiques, d'harmoniser aussi un peu les critères et qu'on ne se retrouve pas à des gens qui passent ou qui passent pas juste parce qu'ils ne sont pas tombés avec le bon intervieweur. Et donc ça, c'est un petit peu, mentoring, formation initiale, formation continue et encore une fois, garder au maximum des gens motivés. Finalement, même quelqu'un qui est très bon dans ses interviews, ça fait un an et demi qu'il le fait. Finalement, il va peut-être plus avoir le même peps, les mêmes étoiles dans les yeux qui brillent. Et peut-être que c'est bien un moment qu'il fasse un peu une pause et qu'il revienne à un moment, soit sur un autre tour, ou soit un peu plus tard. Ok. Et ce que je me un truc important, c'est le côté donc du coup formation. Comment ça ressemble à quoi? Donc, il y a le côté shadowing, j'entends, qui est déjà une première approche. Vous faites les choses ensemble. Est-ce qu'il y a du coup avant ça une sorte de formation un peu genre même théorique et à quoi elle ressemble, forme Décrivez-moi, pitchez-moi cette formation de manager. Je suis hiring manager chez vous, engineering manager chez vous et j'ai envie d'y mettre. Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Déjà, par défaut, quand tu rentres chez Penny Lane aujourd'hui, donc tous les newcomers qui arrivent dans la boîte ont suivi une formation recrutement de niveau 1. Même s'ils recrutent pas. Même s'ils recrutent pas. Ok. Donc ça, par défaut, lié au fait que ce soit l'OKR numéro 1 de la boîte, tous les nouveaux Penny Laners aujourd'hui suivent une formation de 1 demi-heure à 45 minutes, une fois par mois, dispensée par une à deux personnes de notre équipe, en anglais, où en fait l'idée c'est déjà de te donner la vue d'ensemble de ce qu'est le recrutement chez Penny Lane, pourquoi c'est important, que tout le monde peut avoir un rôle à jouer, même ceux qui sont pas hiring manager, même ceux qui vont pas être intervieweurs, ils peuvent aussi coopter ou autre. Donc déjà ça aide à embarquer, donc c'est 1 demi-heure, 45 minutes de session où on donne des conseils sur les méthodes d'évaluation qu'on utilise, quel ATS on utilise, la méthode STAR, les scorecards, etc. Donc on passe en revue vraiment la vue d'ensemble. Et ensuite pour tous les managers,
Depuis quelques mois, ils ont désormais l'obligation de suivre une formation de niveau 2. Donc ça, c'est seulement pour les hiring managers. C'est 3 heures on-site, français, anglais, dispensé là par nos managers côté recrutement, où là, on va sur des sujets beaucoup plus avancés. Je crois que Damien, tu l'as suivi il y a quelques semaines. Moi, je l'ai faite. On va sur des sujets avancés, donc notamment détail du feedback, les biais, quels sont les biais potentiels, quelles sont les conduites à tenir justement en cas de par exemple, on fait beaucoup d'entretiens de recrutement quand même à distance. En cas de par exemple no-show, donc la personne ne se présente pas à l'entretien, la personne a des problèmes de connexion à l'entretien, tous les biais qu'on peut avoir. Justement les différentes étapes de recrutement. On a aussi beaucoup à ce moment-là de métriques, de chiffres qui sont donnés finalement sur la taille de notre funnel de recrutement, combien il y a d'interviews de screening à différentes étapes, etc. Ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de la taille de cette machine qu'est le recrutement à Pennyline en dehors seulement le scope de nos équipes. Donc voilà, ça permet finalement de couvrir un petit peu tous les aspects du recrutement au-delà de je suis manager tech, je cherche 2 ingés dans mes équipes et en fait je vais m'intéresser à ces 2 ingés, quoi. Donc on a ces deux gros rituels aujourd'hui, formation de niveau 1, de niveau 2, et ensuite côté engineering spécifiquement pour toutes les personnes qui rejoignent la communauté des intervieweurs, on leur organise une session de 30 minutes au démarrage avec quelques slides pour leur expliquer ce qu'on va attendre d'eux, mais aussi ce qui est en dehors de leur scope. Et ça, c'est hyper important de le préciser. Comme ça les permet aussi de les soulager, entre guillemets, par rapport à déjà le travail qu'ils ont dans leur squad. Et on leur réexplique aussi ce qu'on va attendre d'eux en termes de bonnes pratiques pour le feedback, l'évaluation, et quelques consignes pour nous faciliter la planification des entretiens, mais pas que. Donc ça, c'est le 3e volet de formation qu'on a en place. Et après, 2 autres choses liées à ça. On a un fichier aujourd'hui de tracking qui nous permet de s'assurer qu'on a toujours une bonne balance entre les intervieweurs sur le nombre d'interviews, ceux qui sont en pause, ceux qui sont en actif, ceux qui sont encore en phase onboarding. Et après, comme le disait Damien, donc ça, c'est tous les trimestres, on organise un meeting avec tous les intervieweurs où on leur demande de venir avec des sujets ou des questions nous permettant de nous réaligner. Et c'est un moment où on leur donne du feedback, on les félicite et on les remercie aussi pour le taf effectué. Et donc ça nous permet de nous assurer qu'ils soient toujours engagés, quoi. Trop bien. Et ça, vous l'avez créé, c'est des créations internes des équipes recrutement et hiring manager, ce que vous avez fait? Ouais, c'est purement de l'interne. Tout a été créé par l'équipe QA et les managers. Ouais. Trop propre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point pour le coup là, c'est bien avancé. C'est rare d'avoir un truc aussi approfondi, notamment sur le suivi, l'animation de communauté. C'est vraiment chouette. Donc bravo à vous. Vous êtes des pionniers. Voilà. Merci. Non, mais en tout cas, nous, en fait, on a à cœur de faire, de mettre à l'échelle ou de faire scaler Pennyline. Et finalement, il y a dans cet ADN Pennyline ce qu'on appelle dans nos valeurs community of builders, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour construire des choses. Il y a un peu quand même dans les équipes non ingénieurs, cette fibre un peu ingénieure de si je peux automatiser un processus, si je peux créer quelque chose qui me simplifie la vie, qui fait qu'en fait je résous mon problème à moi et aussi à mes collègues ou à mon problème du futur, etc. Je passe du temps pour investir finalement dans la machine. Et quelque part, en fait, les processus de recrutement ont suivi la même approche chez Pennyline, avec des gens qui ont construit des dashboards, construit des outils, qui sont dans une optique de je vois un problème, je propose au moins un embryon de solution et on implémente ça. Et donc c'est vraiment quelque part de l'investissement un peu de tous les jours, quoi. Et nous-mêmes, on se met à l'échelle. C'est-à-dire que moi, je pense que le recruteur, quand je suis arrivé chez Pennyline, n'est plus du tout le même qu'après 4 ans et demi. Donc c'est aussi ta capacité en tant que recruteur dans ces environnements-là à te remettre en question constamment et à toi-même te passer à l'échelle pour aussi suivre les objectifs de la boîte. Donc je pense que toute l'équipe a suivi aussi ce train-là sur ces dernières années, quoi. Tu fais un auto-passage à l'échelle. C'est un passage à l'échelle de toi-même. C'est beau. Tu t'auto-scales. Voilà.
Je finirai sur ça. Est-ce que vous avez un conseil avant qu'on passe du coup à la partie 3 qui est sur un sujet qui n'a rien à voir, qui est le culture fit, mais qui est un sujet je pense qui est clé chez vous et vous allez nous en parler. Avant ça, est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui nous écoutent? Nous, le gros de nos clients qu'on accompagne, quand tu demandes aux recruteurs c'est quoi le problème, ils te disent les hiring managers, et quand tu demandes aux hiring managers c'est quoi le problème, ils te disent les recruteurs. Des gens qui nous écoutent et qui disent moi j'arrive pas, ma relation elle est sclérosée, on n'arrive pas soit niveau relationnel, soit niveau process. C'est quoi les 1, 2 ou 3 conseils que vous pourriez donner pour rétablir une relation saine et travailler ensemble, vu qu'au final c'est un sport d'équipe et vous pouvez pas faire chacun dans votre coin. C'est quoi vos conseils à donner aux gens qui sont bloqués? Bah, je vais peut-être commencer par le premier conseil, mais qui me paraît évident, c'est de parler en fait. De parler, que chacun puisse essayer de comprendre un petit peu le point de vue de l'autre, quelles sont les attentes, avec quel genre de problématiques, mais aussi avec quel genre de moyens on arrive à la table de discussion. Encore une fois, comme tu l'as dit, on est dans la même équipe. Le but à la fin, c'est que l'équipe gagne. Et faut pas voir ça comme un bras de fer en fait. Et donc je pense que la première chose c'est ça, c'est d'arriver avec un état d'esprit collaboratif sur ce sujet du recrutement, sur lesquels effectivement, en fait c'est quand même des processus sur lesquels il y a beaucoup d'incertitudes. Entre recruter quelqu'un maintenant et finalement cette personne ne passe pas le pipe et le prochain arrive dans 2 mois, 3 mois. Effectivement, c'est pas les mêmes dynamiques d'équipe. Peut-être que ce projet, on va être obligé de le décaler, etc. Il faut garder à l'esprit que c'est pas en général la faute du recruteur, c'est pas la faute des intervieweurs ni du hiring manager. C'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, moi je pense que le premier truc, je dirais que c'est je vais peut-être commencer par le premier conseil le plus facile. On vit ensemble, on meurt ensemble. Exactement. Et du coup, je te laisse la main pour la suite. Ouais, il y a une vraie démarche de confiance, je pense à instaurer, de confiance réciproque. Et après, une vraie démarche, alors nous, qui nous tient à cœur chez Penny Lane, mais d'être business partner. En fait, nous, on est là, on n'est pas là pour signer absolument les personnes ou pour forcer la main à des candidats ou à des hiring managers d'avancer avec tel ou tel candidat. On est vraiment plus dans une démarche d'être business partner, de les accompagner en tant que conseiller stratégique de leurs équipes. Donc on les suit aussi dans leurs décisions, on essaye d'influencer ou d'être décisif aussi quand on juge que c'est nécessaire. Mais je pense que cette base de confiance, elle est hyper importante et quand tu as ce socle commun, après ça te permet à la fois de mettre en place pas mal de choses, d'avancer et je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence chez nous et après aussi aidant à ça une vision portée par les fondateurs qui est le recrutement, c'est l'ADN, l'OKR numéro 1 chez Penny Lane. Donc les fondateurs portent cette vision, cette dynamique. Donc nous, ça nous a aidé derrière à appuyer sur cette relation de confiance. Et c'est aussi leur donner de l'ownership, quoi, et décentraliser des décisions et des responsabilités quand il le faut. Typiquement cet été, nos 2 cofondateurs étaient pas forcément là pour X ou X raisons. On n'a pas eu le choix que de déléguer l'ownership à tous nos senior engineering managers, de continuer à faire passer des entretiens, à prendre les décisions, à y aller. Et en fait, on les a fait confiance, ils se sont fait confiance, ils nous ont fait confiance. On s'est aperçu que ça marchait hyper bien. Donc maintenant, on garde le fonctionnement en l'état et ça nous permet encore d'aller plus vite. Donc c'est un exemple, tu vois, de confiance réciproque, je pense, qui facilite aussi beaucoup. Canon. Moi, j'ai un autre exemple de confiance aussi. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé en entretien de dernier tour. Je discute avec un candidat, je lui explique, j'essaie de savoir un petit peu dans quelle boîte il est actuellement. Il m'explique voilà, je suis dans telle boîte et en fait je viens vous voir aujourd'hui parce que il y a un licenciement massif, il y a un plan, etc. Si par exemple ce candidat je le trouve super et qu'on décide de le faire passer, le premier truc que je fais derrière, c'est que j'envoie un message à l'équipe TA en disant je pense qu'il y a peut-être une option d'aller chasser dans cette boîte-là parce qu'il vient de me dire que en fait il y a un licenciement massif. Donc allez-y, en gros, a priori, voilà. Et donc ça, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire que pour eux, je leur simplifie leur travail. Mais moi, derrière, en fait, je vais avoir beaucoup de gens qui vont venir là et où potentiellement, si on a déjà 1 ou 2 qui sont passés, on serait sûrement très content d'en avoir d'autres. Récupérer l'équipe, ouais. Exactement. Trop bien. Donc ouais, cette démarche business partner, je pense qu'elle est hyper importante aujourd'hui, quoi. Trop stylé. Merci pour ces conseils. J'espère que ça débloque. À tous les coups, ça a débloqué des situations qui étaient bloquées depuis des années, des décennies même, des siècles. Et grâce à vous, vous avez débloqué les trucs. On passe du coup au dernier jeu du jour avant de passer à la partie 3 qui est le Culture Fits. C'est le Fast and Tam Tam. Je sais pas si vous avez déjà vu les trucs sur Combini, Fast and Curious. Vous allez être cuisiné à cette sauce-là. Pour gérer sa compta, c'est Excel ou Penny Lane? Penny Lane. Penny Lane.
Recruter 50 personnes moyennes en 3 mois ou 5 rockstars en 1 an. Tout dépendant de la moyenne des personnes recrutées. De la moyenne Du des niveau personnes moyen moyennes. des personnes recrutées. Ouais. Pareil. Pareil. Le chaos total, mais une croissance de 300%, ou des process parfaits et une croissance de 10%. Le deuxième. Ouais, Process parfait. le deuxième croissance aussi. de 10%. Un ATS qui fait du café ou une machine à café qui fait des précales. Un ATS qui fait du café? Un ATS qui fait du café. Ouais. Elle est random celle-là. Chasser un candidat qui ne veut pas bouger ou trier 500 candidatures entrantes. On va chasser un candidat qui ne veut pas bouger. Ouais. C'est challenge. Le challenge, c'est rigolo. Challenge. Après, tu vas sûr que ça marche. Un entretien dans un escape game ou un entretien au sommet de l'Everest. Un entretien au sommet de Ouais, l'Everest. pour le défi. Sans oxygène. Donc, Ouais. sans oxygène, c'est exactement. Allez hop, ah bah c'est con, t'es mort. Bon, allez hop, next. Truc horrible, horrible, horrible. Le candidat avec un CV incroyable mais insupportable, ou le candidat junior ultra motivé mais qui sait rien faire. Le deuxième. Le deuxième aussi. Ouais, on a horreur des divas. On n'aime ouais. pas. Hein. Non. Yes. Un monde sans préavis de 3 mois, ou un monde où les candidats ne vous ghostent plus jamais. J'ai l'impression qu'on a plus de problèmes de préavis que de candidats Ouais, qui nous on peut ghostent, faire non? un monde sans préavis de 3 mois. Ouais, moi aussi. C'est pas mal, hein. Ouais. T'avais à l'époque, il y a 7-8 ans, c'était le CEO d'Alan qui avait fait un plaidoyer pour la libre circulation des talents, où justement il disait flemme J'ai d'attendre vu, 3 ouais. mois. Ouais. C'était un vieil article, moi à l'époque, ça m'avait Ouais. retourné le cerveau. Ça serait plus rigolo, le monde, ça serait plus fluide, plus Ouais, rapide, plus c'est souple. vrai. Un candidat qui arrive 15 minutes en avance et qui attend dans le hall en vous fixant bizarrement, ou il arrive 2 minutes en retard, mais il est méga essoufflé. Peut-être la deuxième. Si c'est que 2 minutes, la deuxième. Ouais, c'est que Si 2 minutes, ça 5 va. minutes. Si c'est 2 minutes ouais. et 10 secondes, c'est mort. Attention, dernière question. L'application Penny Lane sur votre iPhone ou Penny Lane sur une Game Boy Color? Pour le fun sur la Game Boy Ouais. Color, j'aimerais bien voir. Ça serait marrant à coder. Yes. Hein. Ouais. Et pour l'efficacité sur l'iPhone. C'est quand même plus pratique, il y a plus de boutons et c'est tactile, quoi. Imagine genre de doux avec les R et tout. Ça serait un peu galère. Merci d'avoir joué au Fast and Tam Tam. On passe sur une partie 3 du coup, qui est un truc qui s'appelle le Culture Fit. C'est un truc dont on parle beaucoup en startup, scale-up, un peu moins ailleurs, alors qu'il est clé. Enfin, du coup, on l'appelle pas comme ça, ou on le fait sans s'en rendre compte. Soit il y a plein de boîtes conformes qui se disent, ah mais oui, mais je fais ça. C'est quoi pour vous le Culture Fit? Derrière ce terme barbare, il se cache quoi? Du coup, derrière Culture Fit, en premier lieu, il y a la culture. Donc nous, la culture chez Peniel, elle est très claire, elle est écrite. C'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis au moins le temps que je suis là et sûrement Ouais. avant. Donc on a 3 piliers de culture chez Penny Lane. Le premier, c'est Radical Trust, donc la confiance radicale. On considère que chez Penny Lane, la confiance, c'est pas quelque chose qui se gagne, elle est donnée gratuitement au départ. Alors, il faut faire attention parce qu'elle peut se perdre, mais en tout cas, elle est donnée au départ pour tous les gens qui nous rejoignent, y compris en fait les candidats dans le processus de recrutement. Le deuxième pilier, donc c'est Community of Builders, donc une communauté de constructeurs. On valorise énormément, que ce soit chez les contributeurs individuels, mais chez les managers aussi, le côté de construire quelque chose, construire un process, construire un outil, construire du code évidemment. Et donc on valorise beaucoup les candidats qui vont et les personnes qui vont pas seulement identifier un problème, mais identifier un problème et au moins proposer un embryon de solution sur lequel on va pouvoir itérer. Et la troisième pilier culturel chez PNL, c'est supporting SME, donc en fait le soutien aux PME, donc, en fait le soutien aux utilisateurs et aux clients. Donc voilà, l'idée c'est on construit pas du code, on construit pas un produit pour la beauté de construire un produit, on est là pour résoudre des vrais problèmes pour les vrais utilisateurs. Et donc finalement, ces 3 piliers culturels, nous, ils se détachent et ils sont utilisés à beaucoup d'endroits, y compris dans nos processus de recrutement. Ouais. Et par exemple, nos scorecards utilisent énormément ces piliers. Et donc quand on parle d'un entretien de culture fit, en fait, on va venir évaluer la personne sur ces 3 piliers et sur tout un tas de composantes qui s'en découlent pour essayer de voir si la personne correspond à ça ou si jamais elle a des points où elle est particulièrement forte ou peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on cherche. Et donc, en fait, nous, on sait que sur les hard skills, c'est-à-dire sur les compétences dures, on pourra toujours former quelqu'un, on pourra toujours la faire progresser. Sur les soft skills, on peut aussi, mais c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus diffus. C'est beaucoup plus risqué aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas, par exemple, ça ne marche pas. Ouais. Et donc pour nous, en fait, on valorise énormément l'alignement sur le culture fit, donc c'est-à-dire le fait que les personnes partagent ces valeurs-là. Et donc très souvent, ça nous arrive justement d'avoir quelqu'un où on se dit, en termes de compétences,
il est bon, c'est une star, mais en termes de culture fit, on le sent pas, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, et donc du coup, des fois, on rejette les personnes sur ces points-là. Du coup, là, vous sentez tous les deux ma question arriver. Là, c'est le pourquoi. Comment on fait ça? Comment, du coup, on évalue des gens sur le culture fit? Comment on fait? C'est quoi? C'est un entretien? C'est autre chose? Vous allez sur l'Everest et vous regardez si la personne survit. Comment vous faites pour évaluer des gens sur le culture fit? Eh ben, on utilise la méthode STAR, notamment lors du dernier entretien côté engineering. Donc, on a 3 entretiens, donc screening, case débrief et last round. Donc, c'est évalué notamment en last round. Donc, c'est 1 heure d'entretien avec un binôme. On essaye de faire varier le binôme pour éviter les biais et avoir toujours une évaluation des plus objectives. Et on s'appuie sur la méthode STAR avec des questions comportementales, des questions situationnelles et des questions ouvertes qui permettent d'aller faire raconter, faire partager les candidats, les candidates sur leur expérience passée, quels ont été leur rôle, là où ils ont eu de l'impact, avec qui ils ont collaboré, des feedbacks qu'ils ont pu prendre, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on envoie aussi en termes de brief afin de permettre aux candidats de bien se préparer pour les derniers entretiens. Et c'est la méthode qu'on suit aujourd'hui chez Penny Lane et globalement qui nous permet de recruter plein de super Penny Laners et d'avoir aussi un taux de validation de période d'essai et de prédiction de quelqu'un, de la réussite sur son job très haut puisqu'on est à plus de 90%. Tu vois, si on prend les 165 personnes qu'on a recrutées l'année dernière, on est à plus de 90% de validation de période d'essai, donc c'est assez costaud, quoi. C'est une stat qui est intéressante. J'en ai une autre, je sais pas si vous l'avez. Est-ce que c'est quoi le taux du coup le taux de sélection de cette interview de culture fit? Donc, mettons pour 100 candidats qui sont en culture fit, il y en a combien qui passent? 50%. Ok, ça a bougé pour grosso modo que ces dernières années ou c'est plutôt stable? C'est plutôt stable. Il y a des mois où on peut être plus à 40%, d'autres plus à 60%, mais vu qu'on a des process rapides avec seulement 3 étapes, on est assez à l'aise et assez confortable de se dire qu'on prend une personne sur 2 en dernier entretien parce qu'on sait aussi qu'on a suffisamment de pipe derrière qui arrive. Trop bien. Et est-ce que, parce que ça c'est un truc hyper dur souvent de faire des feedbacks négatifs à un candidat sur du culture fit, genre de dire tu n'as pas la culture Penny Lane, va-t'en. Comment vous faites ça de manière objective et sans froisser du coup les candidats et candidates? Je pense que quand on a des doutes, quand c'est pas suffisamment explicite, on va demander conseil à nos managers. On va se céder aussi de l'intelligence artificielle, typiquement de Dust, pour nous permettre de faire ces feedbacks-là. Après, de manière générale, si c'est des choses qui sont assez proches de nos valeurs, je trouve qu'on est assez à l'aise pour le communiquer. Typiquement, chez Penny Lane, on sait que des gens qui vont bien marcher, c'est des gens qui sont attirés pour avoir de la confiance, de l'autonomie, de l'ownership, qui ont en général un bon état d'esprit orienté business, orienté produit. Donc on est quand même sur des choses qui sont tangibles selon les situations. Et on va essayer, quand on fait des feedbacks négatifs, d'être toujours dans le concret. Donc de lier en fait peut-être des feedbacks qui soient difficiles à faire passer, liés à des situations que les candidats ont eux-mêmes partagées pour que ce soit le plus tangible et le plus concret possible en fait. Mais on rapproche ça toujours de nos 3 principaux piliers. Et donc, en fait, ça reste quand même assez concret. Si je te donne un exemple très concret. Par exemple, si je suis en dernier entretien avec un ingénieur et que j'essaie de mesurer son côté community of builders, par exemple, moi, ce qui va m'intéresser beaucoup, par exemple, c'est son sens produit et sa proactivité. Donc je vais pouvoir lui poser une question, par exemple, du type est-ce que tu peux me raconter une expérience dans laquelle tu as vu une opportunité sur un des systèmes sur lesquels tu travaillais et que tu t'es saisi de cette opportunité toi-même sans que ce soit ton manager qui te le demande, ton product manager. Donc raconte-moi une amélioration que tu as fait sur une application sans que cette tâche t'ait été assignée par quelqu'un. Et donc, du coup, derrière, je vais essayer de m'intéresser au contexte qu'il me donne, à l'impact produit. Est-ce que finalement, il a trouvé une amélioration qui a vraiment eu de l'impact sur les utilisateurs ou pas? Et donc, c'est typiquement là, dans ce genre de questions un peu situationnelles, qu'on peut voir un petit peu l'état d'esprit et comment les gens réfléchissent. Et c'est des choses qu'on se partage, que vous partagez aussi entre managers, justement, pour s'aider, pour s'améliorer, pour prendre de l'expérience aussi sur des personnes qui ont peut-être plus d'expérience. Typiquement, des nouveaux senior engineering managers qui ont été promus ou qui rejoignent le panel sont désireux aussi de savoir comment on a l'habitude de faire. Donc, je sais qu'on se partage aussi pas mal les conseils. Trop canon. Et merci de l'exemple très précis en effet d'une question qui pourrait être posée. Du coup, j'aurais la dernière question pour ça. Côté culture fit, vous recrutez à l'international, vous recrutez pas qu'en France. Est-ce qu'il y a une différence sur le culture fit dans différents pays ou est-ce que c'est pareil? Non, il y a une différence.
Bon, je peux te donner un exemple concret. On s'est aperçu que les personnes de pays latins, donc typiquement le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ont tendance à se rapprocher plus de la France en termes d'énergie, de drive, de dynamisme, versus des personnes de pays d'Europe de l'Est, typiquement par exemple la Pologne ou la Roumanie. Ce sont des personnes qui peuvent être perçues comme de premier abord peut-être un peu plus froides. Et donc ça, c'est des choses qu'on s'est aperçues en entretien. Et sur lesquels on a travaillé. Typiquement, je peux te donner l'exemple de la Pologne. En 2023, on a recruté, en 2024, seulement 3 personnes issues de la Pologne. L'année dernière, on est à plus de 20. Donc c'est énorme. Et en fait, comment on a fait ça? On s'est laissé l'opportunité de se challenger sur nos must-have, nos nice-to-have, de se dire, mais en fait, ok, ces personnes sont peut-être comme ça culturellement parlant, mais ça veut pas dire que derrière, ça peut pas être des très bons ingénieurs. Donc en fait, on a fait passer de plus en plus de processus de recrutement, de plus en plus de screening. On a laissé passer en explicitant de manière assez concrète les points de doute qu'on avait. Et en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure des étapes que on avait des personnes qui se révélaient, qui pouvaient avoir des super feedbacks et in fine rejoindre Penny Lane et impacter le business, être hyper performante. Et ça nous a donné de la confiance pour se dire on a peut-être un travail à faire sur ajuster certains critères selon les pays, parce que les culture fit sont pas les mêmes. Et donc ça, ça nous a permis typiquement de peut-être être moins exigeants sur le drive, l'aspect dynamisme et communication pour ces pays-là. Donc d'avoir peut-être un peu plus de latitude, tout pour autant, être attentif à leur capacité à nous partager des exemples concrets de collaboration avec le produit sur des projets impactants côté technique qu'ils ou elles ont pu faire. Et ça nous a permis de recruter plus de 20 personnes l'année dernière avec des gens qui sont très performants aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais, et ça, t'as vrai que le côté énergie notamment, c'est le cas dans plein de pays où du coup c'est un truc au final qui va être discriminant sur différents jeux parce que du coup par rapport à ta nationalité, même sans différence de nationalité, hein, tu vas te dire que c'est un peu compliqué et ça que c'est des critères qui souvent on voit beaucoup côté startup où on se dit tiens je veux quelqu'un qui a de l'énergie etc. Mais définis énergie, genre si c'est en effet mener des projets, être proactif etc. C'est une bonne manière d'énergie. Si c'est en effet parler fort, parler avec un bon rythme, sourire, bon on s'en fout en fait. Enfin mieux vaut un dev qui code bien mais qui sourit pas que le type qui te raconte n'importe quoi. Ouais. Et sur les questions qu'on pose, en fait, nous, les intervieweurs, du coup, on accorde plus ou moins de poids aussi à certaines questions. Donc, comme tu le disais, en fait, on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent des pays de l'Est. Et dans les pays d'Europe de l'Est, il n'y a pas la même culture du feedback qu'il peut y avoir dans les pays latins ou dans les pays anglo-saxons. Et donc typiquement, une question typique, ça va être est-ce que tu peux me raconter le dernier feedback que tu as eu de ton manager? Bon, si quelqu'un, par exemple, vient d'un pays anglo-saxon ou latin et que la personne n'a pas, ou d'une start-up, etc., et que la personne n'a pas un feedback à me raconter, je vais le prendre comme un signal un peu plus fort que quelqu'un qui vient qui vient d'un pays où il n'y a pas forcément cette culture, ou en tout cas pas autant. Parce que la personne me dit écoute moi je travaille dans une entreprise où on n'a pas trop la culture du feedback, en fait c'est ok, il n'y a pas de problème quoi. Ouais, le fou. T'as des pays où c'est l'inverse, genre aux Pays-Bas le feedback c'est genre on te balance le truc genre sans filtre et si t'es pas prêt ce produit était nul, ta ligne de code elle sert à rien, d'accord, oui mais c'est juste ta manière de faire, enfin je grossis exprès très tous les gens fait pas, c'est pas comme ça, mais t'as des pays en effet où t'as tendance à un feedback qui est plus ou moins fort, plus ou moins écrit etc. Ouais. Trop bien. Donc c'est vraiment de l'apprentissage continu quoi. On apprend en faisant, on apprend à apprécier les différences culturelles. Et ça rejoint le côté très zen-zone quoi de nos valeurs, enfin l'aspect community builders où en fait si on teste pas, si on n'itère pas, on peut pas après jouer sur nos process ou s'améliorer. Donc ça a été vraiment un des facteurs clés de succès qui nous a permis aussi de maintenir un niveau de personnes embauchées hors de France et dans différents pays pour maintenir cette culture européenne qui a été assez fort. Je crois qu'on est à plus de 60% sur l'année dernière et on a vraiment à cœur de garder cet aspect fort avec plein de différences culturelles quoi. Stylé. Trop bien. Merci pour ça. Est-ce que vous auriez un dernier mot sur le culture fit avant que je vous pose ma question finale de l'épisode? Un dernier conseil ou un retour d'expérience ou un truc? S'il y a rien, c'est ok, je vais pas vous pousser. Pas forcément. Non, souvent, j'ai pas souvent on dit que quand il n'y a pas de questions à la fin d'entretien, c'est que c'est un no-go direct. Donc désolé, vous ne passez pas le process. truc horrible. Dernière question que je vous pose. On est téléporté en 2050.
Ouais, c'est dans mon temps. On sait pas ce qui se passe dans le monde, mais bon, on va faire l'exercice. Vous retombez sur cet épisode et je vous réinvite pour parler exactement de la même chose. Ça ressemble à quoi le process de recrutement, le scale et la relation avec manager-recruteur chez Penny Lane en 2050? Bonne question. Bah, moi, j'ai un avis tranché aussi sur. Je sais qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Je pense que ce sera décuplé d'ici quelques années, mais tu vois, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je reste persuadé que les équipes recrutement, mais même les hiring managers, en fait, sans l'aide de l'intelligence artificielle, peuvent être tout à fait décisives. En fait, là, le scale et la croissance dont on parle, on l'a fait sans trop céder de De fou. l'intelligence artificielle. L'IA n'a pas remplacé les recruteurs, et en fait, je trouve que c'est un signal fort de se dire que, en tant qu'équipe TM et qu'en tant qu'hiring manager, on peut toujours avoir énormément d'impact et de valeur ajoutée en jouant sur nos soft skills, en jouant sur nos hard skills. Donc, ce sera peut-être décuplé demain. Enfin, l'IA sera peut-être décuplée demain, mais je pense on pourra toujours plus ou moins se redire les mêmes choses, quoi. Ouais, et puis du coup, bah, moi, je recrute des ingénieurs. Donc, je recrute des ingénieurs qui écrivent du code et qui, du coup, de plus en plus, utilisent de l'IA pour Bien sûr. écrire du code. Encore une fois, pareil, je pense que l'IA sera décuplée, elle sera de plus en plus performante à écrire du code performant. Je pense qu'on aura toujours besoin et envie d'avoir des humains qui disent bah, en fait, moi, j'aimerais aller dans cette direction, qu'on va utiliser l'IA comme un outil, mais que l'IA va pas nous remplacer. Et donc, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on aura le même genre de discussion où finalement, c'est des humains qui veulent recruter des humains. C'est juste qu'il y aura tout un tas de tâches et de choses qui seront automatisées. Trop bien. J'aime ce monde où il y a des humains qui recrutent des humains et pas des robots qui recrutent des robots pour exploiter les humains, aller brancher les machines, tout ça. Merci à vous deux pour d'avoir accepté, d'avoir fait accepter cet épisode-là. Et c'est un chouette épisode que vous avez délivré. Merci pour toutes les choses que vous avez racontées. Plein de valeurs, comme on dit sur LinkedIn. Épisode plein de valeurs. Et j'ai du coup une phrase de fin avant de vous dire merci. Et pour la première fois du coup dans Tam Tam, on peut dire que Penny Lane is in my ears. Voilà, c'est tout pour moi. Mic drop. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous deux et à bientôt. Merci beaucoup. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.